Donc, il est 14h30, on va démarrer ce webinaire sur la certification qualité. Donc, Centre Info, c'est une association loi 1901 qui est sous tutelle du ministère de l'Emploi. On est en charge de décrypter l'actualité de la formation professionnelle et c'est particulièrement en ça qu'on est là aujourd'hui sur la certification qualité. On accompagne les organismes sur la mise en place de différents dispositifs. Et aujourd'hui, c'est Loïc Lebigre, qui est notre spécialiste qualité, qui va vous présenter ce webinaire. Et moi, je suis Émilie Crèche, qui vais l'accompagner pendant ce webinaire pour répondre à vos questions. Loïc, je te laisse la parole si tu veux te présenter rapidement. Oui, donc, comme l'a dit Émilie, donc Loïc Lebigre, je suis consultant au département observatoire de Centre Info. Participer à l'élaboration de ce référentiel qualité et puis j'ai mené pas mal de missions d'accompagnement déjà au moment du Datadoc et puis là on a un certain nombre de projets, de demandes en cours dont je parlerai un petit peu après, mais aujourd'hui évidemment le sujet ça va être où on en est et puis évidemment comment vont se dérouler ces fameux audits. Très bien. Donc, durant la première demi-heure de ce webinaire, on va refaire un point sur les séquences que vous voyez à l'écran, sur le cadre réglementaire, le calendrier, le référentiel. Et ensuite, on s'attachera plus particulièrement aux audits de façon à vous présenter un petit peu comment ça va se mettre en place. Le dernier quart d'heure, ça sera consacré à vos questions que vous allez pouvoir publier sur le chat. On a vu que vous avez l'air de maîtriser et que beaucoup de personnes nous ont salués de partout en France. Donc, nous vous remercions pour cette assistance. Et puis, vous aurez la possibilité de télécharger le support à l'issue de la présentation et de le voir en replay. Alors, Loïc, beaucoup d'organismes de formation étaient déjà datadockés. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on évolue aujourd'hui vers une certification unique? Alors, avant peut-être de répondre à cette question, je vais revenir un petit peu. Je vais voir peut-être la diapo d'avant, si on peut. Excusez-nous. Il y a une petite erreur de manip, mais qui sera rapidement corrigée. Bon, la grande nouveauté, je dirais, de l'acte 2, hein, c'est encore une avant, voilà. La grande nouveauté, je dirais, de cet acte 2, c'est la certification. Hein. Et c'est-à-dire, en gros, si on prend un petit peu l'histoire de la qualité en formation, on est passé de démarches internes à des chartes qui sont apparues dans les années 80, 90, des certifications qui commençaient déjà à exister, mais qui étaient relativement peu emparées. L'étape que vous connaissez le mieux, je dirais, c'est celle qui vient de s'achever, en quelque sorte, enfin, qui est encore en cours de validité, mais qui s'achèvera fin 2020, qui est le contrôle qualité par les financeurs. Et ça s'apparente un petit peu à ce qu'on pourrait appeler l'audit seconde partie. Là, effectivement, on saute une marche, un cap, hein, en allant vers une reconnaissance tierce partie avec un référentiel qualité qui sera audité par et surtout donnera lieu à une reconnaissance par un certificateur externe. C'est vraiment je dirais, la grande nouveauté du dispositif et on va essayer pendant cette demi-heure de présentation de montrer en quoi il y a une différence, une évolution à travers ces démarches d'audit. D'accord. Alors, quand on dit certification, ça mérite comme un tout petit point de rappel hein, pour ceux qui sont moyennement familiers. On avait effectivement sur la liste du CNEFA des certifications, des qualifications, des labels, hein, qui restent d'ailleurs en vigueur jusqu'à fin 2020. Alors, je dirais d'un point de vue je dirais de signe de reconnaissance, c'est sensiblement la même chose, mais finalement, c'est l'organisme hein, qui délivre ces certifications, ces attestations qui diffèrent. Et donc, les certifications, comme l'on l'indique, sont délivrées par des certificateurs. C'est ce dans quoi on s'engage aujourd'hui. Les qualifications, c'était typiquement des attestations qui étaient délivrées par ce qu'on appelle une instance de qualification, c'est-à-dire c'est une sorte de certificateur, mais où il y a une part importante de pairs qui composent le collège de certification. C'était le cas notamment de l'OPQF. Et puis, évidemment, on a des labels qui sont assez proches hein, des certifications dans leur processus de valorisation, mais qui sont en général à l'initiative des pouvoirs publics.
Et c'est intéressant de parler de ça tout de suite parce que ça ne nous a pas échappé que dans la réforme. On maintient bien un double système, c'est-à-dire que d'un côté, on va avoir le référentiel, comment dire, instruit par des auditeurs mandatés par des certificateurs, et puis de l'autre côté, on aura ces fameuses instances labellisantes qui auront la possibilité également de délivrer la certification sans être cofraquées. Alors aujourd'hui, on ne sait pas encore très bien quelles seront ces instances labellisantes. La procédure est en cours auprès de France Compétences. On sait seulement qu'elles seront en nombre relativement limité, puisqu'en fait, c'est celles qui seront portées par des institutions publiques comme l'Éducation nationale, le ministère de l'Intérieur ou autres. Voilà. Et puis tout ça, évidemment, est différent de l'accréditation ou de l'agrément. Alors, c'est important de dire ça parce que c'est vrai que cette certification, c'est en aucun cas un agrément. C'est-à-dire que ce n'est pas une autorisation à exercer. Par contre, effectivement, ce sera un droit d'accès au marché. C'est important de rappeler ça parce qu'on sent bien quelquefois, donc par abus de langage, on dit que là, il y a une obligation à être certifié. Disons qu'il y a une obligation quand on veut bénéficier des fonds publics et mutualisés, mais en aucun cas, évidemment, toutes les entreprises de formation seront soumises à la certification si elles ne bénéficient que de fonds directs, que de fonds privés. Directement des entreprises. Voilà. Alors l'accréditation, ben voilà, c'est le dernier, je dirais le dernier signal de reconnaissance qui, lui, est effectivement ce que devront obtenir les certificateurs eux-mêmes auprès d'une instance qui, pour la France, est le COFRAC, qui est fait. On pourra donner peut-être quelques petites précisions sur ce programme d'accréditation tout à l'heure, expliquer un peu en quoi ça consiste. Très bien. Et alors, pourquoi on est passé à finalement un acte 2 de la qualité à la suite de cette procédure d'attestation? Alors, l'objectif, il est quand même un objectif de continuité, très clairement. Et les objectifs fondamentaux du décret de juin 2015 sont maintenus, c'est-à-dire lisibilité de l'offre, assurer la relation de confiance entre acheteurs et offreurs, et puis, bien sûr, garantir une bonne utilisation des fonds publics. Donc ça, c'est, je dirais, au niveau des objectifs fondamentaux, ça n'a pas changé. Par contre, effectivement, là où le législateur a jugé bon d'introduire une certification, c'est qu'il y avait un certain nombre de constats d'insuffisance liés à l'acte 1. Alors, il y avait des indicateurs qui n'étaient pas pris en compte, mais ça, on aurait pu effectivement améliorer un petit peu les choses. Mais c'était un système qui était assez peu lisible, puisqu'on avait effectivement un nombre de procédures assez important. Il y avait par là même, quelquefois, assez peu d'homogénéité dans les instructions qui étaient réalisées par les uns et par les autres. C'est un système qui aurait été lourd à maintenir dans le temps. Aujourd'hui, on a 53 ou 54 certifications inscrites sur la liste du CNEFAP. Et puis, un système qui était quand même beaucoup basé sur le déclaratif et donc qui n'attestait pas toujours d'une réalité facilement vérifiable. Et puis, comme je l'ai dit au tout début, on était quand même dans un mode de reconnaissance qui était seconde partie, c'est-à-dire que c'était les financeurs qui évaluaient la qualité. Là, on est je dirais, dans un système qui est plus classique, qui est de faire assurer cette reconnaissance qualité par des organismes dont c'est le métier, quoi. Il y a aussi une autre raison, je dirais, peut-être plus en lien avec l'objet même de la réforme. On est dans un cadre de désintermédiation, l'action de formation voit une nouvelle définition, et puis il y a aussi le rôle régulateur de France Compétences. Toutes ces raisons-là, évidemment, plaident pour un système plus formalisé, plus facile aussi à évaluer, et qu'un système, effectivement, qui était porté quand même par un nombre de financeurs finalement assez important. Donc, souci d'homogénéité, réponse à la désintermédiation et à l'ouverture, la libéralisation du marché. Voilà. Et est-ce qu'on peut, on a déjà quelques questions qui commencent, préciser un petit peu du coup qui est concerné vraiment par cette certification. Alors, il y a quelqu'un qui demande notamment si les centres de réadaptation professionnels sont concernés. Alors, tous les organismes de formation qui bénéficient des fonds publics mutualisés
sont concernés. Enfin, quand je dis organismes de formation, il faut même un petit peu plus large, c'est tous les prestataires de développement des compétences qui réalisent des actions de formation continue, des actions de VAE, de bilan de compétences ou d'apprentissage, puisque l'apprentissage est rentré dans le champ de la formation professionnelle, en sont exclus, enfin, ou en tout cas sont réputés satisfaire aux exigences sans avoir à être certifiés, les universités, les établissements d'enseignement supérieur accrédités par l'HCERES ou par une commission reconnue par l'HCERES, et de même pour les organismes d'enseignement supérieur privés. Sont également exemptés en quelque sorte les écoles d'ingénieurs. Voilà. Tous les autres organismes sont réputés devoir satisfaire à ces obligations de certification qualité. Voilà. Alors, il y a un délai qui est accordé aux CFA existants, puisque, bon, comme chacun sait, les CFA n'ont pas forcément attendu la réforme pour avoir des dispositifs de reconnaissance qualité, notamment auprès des régions. Donc, les CFA existants ont un an de délai. Par contre, évidemment, pour les CFA nouvellement créés, qui seraient créés dans le cadre de la réforme, ceux-là devront satisfaire aux exigences qualité à travers cette certification dès janvier 2021. Voilà. Puisque je suis là-dessus sur ces histoires de calendrier, 2021, donc c'est la date limite pour être, en principe, pour être certifié. Pour l'instant, on n'a pas d'informations sur les délais. Sur des délais qui pourraient être supplémentaires, qui pourraient être accordés. Voilà. Jusqu'alors, ce sont les dispositifs existants, Datadoc, les certifications de la liste du CNEFOP qui continuent à s'appliquer. Important à dire également, un organisme qui serait certifié aujourd'hui est réputé évidemment satisfaire aux exigences de la loi 2014. C'est-à-dire que cette nouvelle certification s'ajoute en quelque sorte à celle de la liste du CNEFOP dans les deux termes, enfin dans les termes de l'alternative telles qu'elles étaient formulées. Alors, comment ça va se passer? Donc, c'est un cycle de certification de 3 ans, donc, que je détaillerai un petit peu évidemment tout à l'heure. Alors, quand on dit 3 ans, c'est la durée de vie de la certification. Il faut savoir que par rapport à des certifications classiques, habituelles, on dira, le cycle de renouvellement n'est pas annuel, mais est sur 1 an et demi, pour limiter le nombre d'audits et le coût des certifications. Les parties prenantes de ce système, vous les connaissez un peu. Alors, c'est la DGEFP qui est l'autorité responsable de la certification. Le COFRAG va garantir la conformité du dispositif. Donc, ils l'ont fait un peu en amont en vérifiant l'auditabilité des indicateurs. Ils l'ont fait également en aidant la DGEFP à choisir une norme d'accréditation des certificateurs, la 17065, qui est la plus proche, je dirais, de celle qui était souhaitée pour instruire de l'engagement de service, on va dire, de manière assez générale. Et puis, il y a le rôle, alors, qui est un petit peu en construction de France Compétences autour de la qualité, sur l'évaluation du système. Donc, il y aura des enquêtes flash qui seront conduites vraisemblablement à compter de 2000, peut-être même de 2020, pour voir comment les choses, effectivement, se mettent en place. Et puis, il y a aussi, évidemment, ce rôle d'établissement de la liste des instances labellisantes. Ça va concerner, je finis juste rapidement, ça va concerner potentiellement et vraisemblablement 30 000 à peu près organismes, c'est ceux qui ont bénéficié des fonds mutualisés l'an passé. Bon, comme évidemment la certification, j'ai dit tout à l'heure qu'elle ne serait pas obligatoire pour tout le monde, on peut quand même néanmoins penser qu'elle va devenir un peu une norme de marché et donc va peut-être concerner les 60 000 organismes qui s'étaient inscrits sur le Datadoc. Très bien, merci. Je vois que le temps file, alors je fais accélérer Loïc, ce qui n'est pas toujours agréable. On souhaitait faire un petit focus sur les textes de référence, donc vous y reporter. Donc il y a 4 textes qui décrivent un peu le dispositif. Un sur les critères, enfin 2 décrets, donc un sur les critères, un décret simple sur le référentiel lui-même et les principes généraux de l'audit. Et puis, il y a 2 arrêtés qui expliquent un petit peu les modalités d'accréditation et un autre sur les modalités d'audit.
Ce qui est important aussi pour vous, alors ces textes-là sont disponibles sur le site du ministère, ce qui est évidemment le plus utile, je dirais, dans l'immédiat, c'est le guide de lecture, hein, qui a déjà été mis à jour plusieurs fois depuis sa publication, donc qui précise comment, le contenu du référentiel et comment les différents indicateurs vont être audités. Donc, allez évidemment le consulter si ça n'est pas déjà fait. Une dernière version à jour qui date du 28 octobre pour ceux qui avaient déjà téléchargé les précédentes. Alors, bon, qu'est-ce qui change entre 2018 et 2021? C'est évidemment ce référentiel unique avec une marque bientôt pour cette certification qui sera publiée le jeudi prochain, rendu public jeudi prochain au ministère du Travail. On a plus qu'un cadre, je dirais. Alors, effectivement, les instances stabilisantes pourront jouer le rôle de certificateur, mais on n'a plus qu'un seul référentiel et non plus des procédures distinctes selon les financeurs. Et puis, évidemment, c'est un certain nombre de prestations, donc, qui comprennent, comme je disais tout à l'heure, les bilans de compétences, VAE et apprentissage. Et le référentiel est conçu pour pouvoir répondre à l'ensemble. C'est bien sa particularité par rapport à ce qu'on pouvait avoir auparavant. Alors, sur les critères eux-mêmes, il y a une continuité, vous l'avez sans doute observé, des critères par rapport au décret de juin 2015. Donc, on reprend un peu le cycle de la réalisation de prestations de développement des compétences, la formation, la conception, la mise en œuvre, la maîtrise des moyens, la maîtrise des compétences et l'évaluation. Avec un élément un petit peu nouveau que j'ai placé là au centre, qui est comprendre et surveiller l'environnement, qui est le critère 6, qui est nouveau. Sinon, le reste, effectivement, c'est une refonte des 6 critères de la loi de 2014 et du décret de juin 2015. Alors, la structure du référentiel national qualité fonctionne avec 2 parties. Oui, alors comme c'est souvent le cas dans des certifications portées par les pouvoirs publics, c'est-à-dire que pour éviter de refaire des décrets régulièrement, il y a une partie, je dirais, fixe, que sont les critères, les indicateurs et les modalités d'audit. Alors ça, c'est la partie un peu stable du référentiel. Puis il y a une partie qui a vocation un peu à évoluer, et qui évoluera, je dirais, en fonction des retours que feront les certificateurs eux-mêmes auprès des pouvoirs publics sur les éléments de preuve et le niveau attendu. Ce qui explique d'ailleurs que, même si on n'est pas parti très loin, là, il y a déjà des choses qui ont été clarifiées. Je pense en particulier aux non-conformités majeures et mineures qui ont été précisées dans le référentiel, parce que ça pouvait être un petit peu ambigu. Alors, au niveau des indicateurs, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce qu'il y a beaucoup de confusion parfois en fonction du type de prestation. Oui, alors ce qu'il est bon de rappeler, c'est que ce référentiel, contrairement à ce qu'on peut avoir avec certains référentiels de la liste du CNEFOP, ne décrit que des processus génériques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de spécificités sectorielles qui sont prises en compte, il n'y a pas de spécificité par type d'établissement, ni par approche pédagogique. On est sur un référentiel qui a une vocation à pouvoir couvrir tout type de structure de développement des compétences, quelle que soit sa taille et quel que soit le champ de formation qui est visé. Une fois qu'on a dit ça, on se doute bien qu'effectivement, il y a des spécificités. Alors, certaines des spécificités devront être appréhendées par les auditeurs eux-mêmes. C'est d'ailleurs ce qu'on leur demande. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans la loi, il est bien précisé que les auditeurs devront être formés à la formation professionnelle, etc. C'est-à-dire qu'on doit avoir en face de soi des experts de la formation et pas des auditeurs lambda. Justement pour pouvoir apprécier les différentes situations. Sur les indicateurs eux-mêmes, donc il y a 22 indicateurs qui sont communs. Il y en a 6 qui seront spécifiques aux formations certifiantes. Il y en a 2 qui seront ajoutés pour la VAE. Le bilan de compétences, c'est les 22 communs. Et puis, évidemment, l'apprentissage qui donc cumulera les 6 du certifiant, plus 4 qui sont spécifiques à l'apprentissage. Donc, c'est important d'avoir ça en tête parce qu'évidemment, quand vous allez contacter
un certificateur pour… Ah, vous avez des slides qui sont oui, très flous. Il y a l'air d'avoir des problématiques de son qu'on a vérifiées avant de démarrer, donc je ne sais pas si c'est généralisé. En tout cas, les slides, je pense que vous les verrez peut-être mieux en téléchargeant le support à l'issue. Oui, donc je disais que sur les indicateurs, bon, évidemment, au moment où vous allez, je dirais, postuler pour une certification, il faudra évidemment préciser à quel titre quel est le champ, le périmètre pour lequel vous voulez être certifié. Alors, pour lire le référentiel, tu as souhaité valoriser un petit peu la forme de tableau, on va dire, de du référentiel. Oui, alors bon, ça, c'est un élément que vous avez d'ailleurs dans les décrets. Hein. Le référentiel, en tout cas dans sa partie décret, est construit comme ça. Hein. C'est-à-dire que vous avez effectivement le libellé du critère, le libellé des indicateurs, et puis évidemment, il y a des petites croix qui indiquent à quel champ ça s'applique. Est-ce que c'est à la formation, au bilan de compétences, à l'accompagnement VAE et ou à l'apprentissage. Alors, ce qui est important, je dirais, de voir, c'est que sur l'esprit un petit peu général de ce référentiel, on est bien sur un référentiel d'engagement de service. Hein, c'est-à-dire que ça ne couvre pas ni le volet commercial, ni le volet administratif, ni même véritablement le pilotage de l'organisme. Hein, ce n'est pas un référentiel de management d'organisme, même si ce référentiel et ces certifications s'appliquent bien à l'organisme de formation et pas à chacune des actions réalisées. Mais c'est bien un référentiel d'engagement de service. Et c'est la raison pour laquelle vous avez là affiché à l'écran un positionnement. Alors, c'est un positionnement que je propose. Hein, vous pourriez peut-être proposer un petit peu différent, mais qui positionne les différents indicateurs par rapport au processus classique, je dirais, d'un organisme de formation. Et on voit bien qu'il y a quand même une centralité du référentiel sur l'ingénierie pédagogique, l'ingénierie de formation. On a assez peu de choses sur le support, hein, à part des choses assez importantes sur les RH, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. C'est un point clé, un point un peu critique du référentiel, qui est un peu nouveau d'ailleurs. Et puis, un certain nombre d'éléments autour de la communication, mais ça, on les avait déjà dans le Datadoc. Et puis, quelques éléments effectivement nouveaux qui sont liés à la veille stratégique et à la gestion des partenariats. Donc, ils sont effectivement autour du critère 6. Et tu disais, Loïc, tout à l'heure, qu'il y avait même des indicateurs qui étaient susceptibles d'entraîner une non-conformité majeure directement. Oui, alors ça je pense que c'est important de le souligner et d'avoir peut-être une attention particulière là-dessus. Dans le référentiel tel qu'il est publié à travers son guide de lecture, vous verrez qu'un certain nombre d'indicateurs sont susceptibles d'avoir une non-conformité mineure. Typiquement, celles qui sont liées à l'information, par exemple, ou s'il y a un élément qui est de temps en temps absent, vous allez vous exposer à une non-conformité mineure. En revanche, il y a certains indicateurs où directement, s'il y a un défaut, vous aurez une non-conformité majeure. Hein, c'est-à-dire que donc, ce qui veut dire quand même que ceux-là, il faut les regarder peut-être un peu plus attentivement et vérifier en commençant peut-être par cela. Je pense en particulier aux organismes qui sont déjà datadockés, il doit y en avoir beaucoup là, en ligne, donc qui vraisemblablement ont déjà fait le travail sur un certain nombre d'indicateurs ou d'indicateurs proches, de bien regarder ceux qui font aujourd'hui l'objet d'une non-conformité majeure. Je pense en particulier à des indicateurs qui vont concerner l'analyse du besoin ou la maîtrise des compétences des intervenants, par exemple. Et tu disais tout à l'heure que globalement, la rupture avec le Datadoc, c'est plutôt qu'on a sauté le pas en termes qualitatifs, en termes d'attendu. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, alors je ne vais pas décrire, vous pourrez récupérer évidemment ce document en téléchargeant. Ce qui est nouveau, hein, il y a des choses qui sont fortes autour de l'analyse des besoins, des objectifs opérationnels des prestations. Donc, globalement, ce qui va caractériser, je dirais, ce référentiel, c'est une assez forte orientation résultat, ce qui est assez cohérent, je dirais, avec le reste de la réforme, c'est-à-dire évaluer l'atteinte des objectifs ou prévenir l'abandon, notamment pour les CFA. Hein.
assurer la coordination des intervenants, etc. Il y a des choses qui sont qualitativement supérieures à ce qu'elles étaient et qui devront surtout être démontrées. Hein. C'est-à-dire qu'on va bien passer là une phase d'audit, ce n'est pas une phase purement déclarative hein, de fourniture de documents, mais vous allez avoir en face de vous un auditeur qui vous demandera hein, de démontrer, par exemple, que vous avez bien déterminé les compétences dont vous avez besoin, que vous les avez bien mobilisées à travers des modes de sélection et d'évaluation hein, de ces différents intervenants, et non plus simplement de fournir une base de CV, par exemple. C'est pareil, hein, vous devrez définir des objectifs opérationnels et pas seulement attester que vos modalités pédagogiques étaient bien adaptées à travers des courriers de recommandation. Donc voilà, il y a vraiment cette dimension-là, hein, à la fois orientée résultat et orientée démonstration. Hein. Donc ça veut dire qu'il faudra aussi se préparer, hein, à ces audits. Et bon, selon les cas, peut-être bénéficier d'un accompagnement, ou enfin, on verra effectivement comment. Enfin, chacun sera juge évidemment de son niveau sa capacité dans ce domaine, mais voilà, il y a quelque chose qui est particulier par rapport à ce qui existait jusqu'à présent, c'est que c'est cette audit hein, qui devra apporter la démonstration des éléments qualitatifs. Et pour se lancer dans cette démarche de certification, est-ce que tu nous conseilles de démarrer à quel moment par rapport au délai que tu nous indiquais sur le fait d'être certifié au 1er janvier 2021? Alors, je pense qu'il faut démarrer assez vite. Hein. Alors, démarrer assez vite, ça ne veut pas dire s'engager tout de suite avec un certificateur. Le problème de son, apparemment, je vois de manière un peu récurrente. Est-ce qu'il y en a pour lesquels le son est bon? Parce que ça nous permettrait de voir si ça... Tout à l'heure, j'ai quelques personnes qui ont dit oui. Oui. Bon. Ouais, on va poursuivre. J'espère que vous pourrez vous reconnecter à l'issue pour ceux qui n'entendent pas bien en replay avec un casque peut-être et depuis un autre poste si jamais ça ne fonctionne pas très bien. Oui, le premier conseil, c'est d'y aller, oui, maintenant, parce que qu'est-ce que ça veut dire y aller maintenant? Ça veut dire effectivement prendre connaissance du référentiel, voir là un peu les points un peu où vous avez des écarts et où là, il y a un effort à faire. Ensuite, je pense que vous pouvez dès maintenant prendre contact avec elle. Je vous conseille plusieurs certificateurs, hein, ne serait-ce que pour avoir une idée des tarifs qu'ils proposent, de leur disponibilité, hein, parce qu'on se doute bien que, je donnais tout à l'heure des chiffres de 30 à 40 000 organismes, on se doute bien qu'en 2020, il risque d'y avoir un peu embouteillage à certains moments. Et puis, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont en région, voir effectivement si les certificateurs sont présents hein, dans vos régions, ce qui limitera aussi les frais de déplacement, etc. Donc, oui, l'idée, c'est évidemment de ne pas trop tarder, en ayant quand même cette sécurité d'être évidemment jusqu'à fin 2020, hein, de pouvoir bénéficier des dispositifs qui existent aujourd'hui. Il faut savoir, puisqu'on parle effectivement des échéances et des choix, que pour ceux qui sont certifiés, aujourd'hui, au titre d'une des certifications de la liste du CNEFOP, il y a un allègement hein, de la durée d'audit. Hein. Oui, quelqu'un posait la question tout à l'heure pour savoir, par exemple, ils disaient qu'ils étaient certifiés au PQF. Est-ce que voilà, quelle démarche ils devaient entreprendre? Est-ce que c'était nouveau? Est-ce que c'était allégé? Je pense que c'était l'idée de la question. Oui, c'est allégé, c'est-à-dire que c'est 0,5 jours à peu près. Voilà. Mais il faudra quand même faire une démarche. Il faudra quand même faire une démarche. Il n'y a pas d'équivalence des certifications existantes vers la nouvelle certification, quelle qu'elle soit. Et, pour être complet là-dessus, toutes les certifications de la liste du CNEFOP se valent au regard du nouveau référentiel. Alors, je vois qu'il y a des questions hein, sur les certificateurs. On y vient. On va vous expliquer un petit peu le processus de certification et on reviendra également sur la liste, parce que certains demandent si c'est par secteur d'activité ou pas. Alors, il nous reste combien de temps? Plus beaucoup de temps. Il nous reste un petit quart d'heure. D'accord. Donc, on va
on va accélérer. Donc, sur le processus de certification. Donc, processus de certification classique, hein, le prestataire va faire une demande auprès d'un certificateur qui, lui, va mandater, hein, un auditeur qui est souvent, je dis souvent parce que ce n'est pas toujours, une personne qui va être extérieure à l'organisme certificateur. Alors, certains certificateurs ont des auditeurs en interne, d'autres font plutôt appel à des prestataires extérieurs. Vous avez peut-être vu d'ailleurs des appels à candidature, hein, venant de la FNOR, la PAV, etc., hein, avec des tarifs, hein, proposés, hein, pour aller auditer des organismes de formation. Le principe, c'est ça, c'est qu'il y a distinction entre l'instance qui certifie et l'instance qui audite. Voilà. Je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est une validité de 3 ans, un audit initial qui est en général prévu sur site. Alors, quand on dit sur site, c'est généralement sur le site du prestataire, mais évidemment, il peut arriver que l'organisme de formation n'ait pas de locaux, et dans ce cas-là, l'audit aura lieu dans un endroit à la convenance du prestataire en question. L'audit de surveillance, lui, par principe, aura plutôt lieu à distance, hein, d'une durée d'une demi-journée. Donc, vous voyez, sur 3 ans, ça fait une journée et demie à peu près d'audit, en général, hein, et puis un audit de renouvellement qui se déroulera, lui, après, voilà, lors, évidemment, de l'échéance. Alors, on va passer assez vite là-dessus, mais je pense qu'il y a 2-3 points qui sont importants à souligner. Donc, quand vous allez contacter un certificateur, il va vous demander quelques pièces qui vont lui permettre de déterminer un peu l'instruction à conduire. Alors, les pièces, ça va être votre BPF, ça va être les prestations pour lesquelles vous souhaitez être certifié, principalement, et puis savoir si vous avez un ou plusieurs sites, hein, ce qui vous permettra effectivement, enfin, ce qui lui permettra de calibrer son devis. Il peut vous poser des questions supplémentaires, mais vous n'avez pas d'obligation réglementaire, hein, de fournir un certain nombre d'éléments par avance. Il n'y a pas de phase de recevabilité dans cette certification-là. Au terme de ce premier contact, il va établir un plan d'audit. Alors, qu'est-ce que c'est un plan d'audit? C'est un descriptif, hein, de la façon dont la journée, hein, d'audit va se dérouler. Donc, classiquement, il y a une réunion d'ouverture où le certificateur rappelle un peu l'auditeur, en l'occurrence, rappelle les principes de l'audit, etc., le périmètre qui va être audité. Ensuite, dans ce plan, vous allez trouver la liste des personnes que l'auditeur souhaitera rencontrer, ce qui veut dire qu'en amont, vous lui aurez évidemment fourni un organigramme de votre structure, l'idée étant que, évidemment, il ait les bonnes personnes en face de lui pour les bonnes parties du référentiel, hein. C'est-à-dire qu'il y a peut-être, par exemple, dans vos organismes, des gens qui s'occupent plutôt de l'information, d'autres qui s'occupent plutôt de la conception, hein, des programmes de formation, d'autres qui font plutôt de la veille, etc. Donc l'idée, c'est ça, hein, c'est qu'effectivement, l'auditeur puisse avoir en face de lui les bons interlocuteurs. Ensuite, comme on est sur un outil qui est un peu calibré dans le temps et qui n'est pas très long, vraisemblablement, et là, on n'a pas encore une visibilité énorme sur chacun des certificateurs, mais les choses vont être déroulées un peu en fonction des blocs, hein, du référentiel, pas forcément, évidemment, dans un ordre linéaire, hein, mais évidemment, tous les indicateurs seront, tous ceux en tout cas qui correspondent aux prestations pour lesquelles vous visez la certification, seront évidemment audités. Les éléments de preuve eux-mêmes, vous n'aurez pas la liste explicite des éléments de preuve que vous devrez fournir en amont, hein. Ce sera à vous, évidemment, de choisir un certain nombre de préparer un certain nombre de dossiers. Il n'y a pas de phase véritablement préparatoire dans cette certification-là. Selon les certificateurs, certains, on peut penser, seront peut-être un peu plus disertes en amont, etc. Mais c'est vrai que ce n'est pas prévu, je dirais, dans le dispositif, ni dans l'enveloppe financière qui est affectée à cette
cette certification-là. Donc, j'ai parlé effectivement de la réunion d'ouverture. En général, ça se déroule comme ça. Donc, après, ce sont des entretiens avec plus ou moins dirigés avec des éléments de preuve. Et puis, il y a une réunion de synthèse et enfin une réunion de clôture qui se déroule en général avec l'ensemble des personnes qui ont été auditées, puis la direction. L'idée étant, dans des audits de ce type-là, de solliciter un petit peu tout au long de l'audit l'accord des personnes auditées. L'idée, c'est qu'effectivement, on soit d'accord sur un constat, et un constat qui peut être un constat de bon fonctionnement, mais aussi un constat d'amélioration. Voilà, c'est plutôt dans une logique de construction. Il n'y a pas une sanction véritablement à la fin. Et il faut savoir qu'effectivement, vous vous accordez, en principe, sur le bilan, le rapport d'audit qui vous sera adressé. Alors ça, c'est pareil, c'est des choses qui sont prévues et qui sont plutôt prévues par chaque certificateur sur le moment où il vous communique le rapport d'audit final. Alors, très rapidement, il faut savoir que si vous avez une non-conformité majeure, vous aurez 3 mois pour traiter la question. Vous avez 6 mois pour une non-conformité mineure. Et pour une non-conformité majeure, un exemple, quelqu'un demandait un exemple de non-conformité majeure. Un exemple de non-conformité majeure, typiquement, vous n'avez pas de programme de formation pour une de vos actions. Vous avez des locaux qui ne sont pas adéquats pour exercer des activités de formation. Pour un CFA, vous n'avez pas de référent mobilité. Voilà. Il y a un certain nombre, ces non-conformités majeures sont précisées dans le référentiel. Voilà, tout à fait. Oui, alors, bon, voilà, ça c'est une fois que on vous accorde le certificat. On avait l'audit de surveillance et l'audit de renouvellement. Alors, l'audit de surveillance, il a pour fonction de vérifier si le référentiel est toujours appliqué, 18 mois. Il a aussi pour fonction de vérifier qu'un certain nombre d'éléments de correction qui ont été demandés ont bien été réalisés. Parce que si vous n'avez que des non-conformités mineures, par exemple, la situation peut se borner à envoyer un plan d'action qui ne sera pas vérifié immédiatement, mais qui sera vérifié la mise en œuvre en sera vérifiée lors de l'audit de surveillance. Ce qui veut dire que vous pouvez très bien avoir des non-conformités mineures et avoir évidemment la certification, à la condition bien sûr que vous mettiez en œuvre avant l'audit de suivi les recommandations, le plan d'action que vous avez envisagé. Et l'audit de surveillance est obligatoire, ça fait partie du cycle. Oui, alors voilà, c'est un cycle. C'est un cycle, c'est pas un choix. Voilà, il n'y a pas de. Alors, en général, je le disais tout à l'heure, il sera plutôt à distance, mais il peut avoir lieu sur site si le certificateur estime qu'il y a des choses effectivement à les vérifier. Voilà. Et au niveau de l'audit de renouvellement? Alors, l'audit de renouvellement, il doit avoir lieu avant l'échéance du certificat. Et comme son nom l'indique, on part dans un nouveau cycle. Alors, en général, évidemment, il est un peu plus facile, puisque surtout si vous choisissez le même certificateur, parce qu'il vous connaît déjà un peu forcément. Il n'y a pas d'obligation, évidemment, à rester avec le même certificateur. Et pour ceux qui, effectivement, étaient déjà certifiés, par exemple, alors, pour ceux qui étaient déjà certifiés, bon, je ne sais pas si c'est le conseil qu'on doit donner, mais c'est bien évident que ce sera certainement plus facile d'aller vers le nouveau référentiel avec un certificateur qui vous connaît bien qu'en allant avec un autre. Mais bon, voilà, après, c'est des choix que vous pourrez opérer en fonction de vos situations propres. Concernant il y a un audit d'extension, alors j'avais une question tout à l'heure de quelqu'un qui demandait si au cours du cycle de 3 ans, il y avait des nouvelles formations, comment on devait procéder. Alors, Loïc va intervenir là sur l'audit d'extension. On n'est pas tant sur des nouvelles formations que sur des nouvelles prestations. Alors, c'est important vraiment d'insister là-dessus. Ce référentiel, évidemment, dans les échantillons que vous allez montrer à l'auditeur, ça va porter sur certaines formations.
cas, ce sera relativement à certaines formations. Mais ce ne sont pas les formations ou les prestations de bilan de compétences, etc., en elles-mêmes qui sont évaluées. C'est bien l'organisme en lui-même et comment dire, les exemples que vous allez donner ne sont que des exemples. Donc, si vous avez des nouvelles formations, ça ne modifie en rien l'obtention de cette certification-là. En revanche, si aujourd'hui vous faites que de la formation continue et que demain vous souhaitez faire du bilan de compétences, vous n'avez pas besoin de refaire l'ensemble, je dirais, du cycle de certification, mais voilà, d'apporter ce qui est prévu, un audit d'extension de certification sur la partie que vous avez ajoutée entre-temps. Donc en fait, dans ce cas-là, en fait, vous conservez votre certification et elle comporte une mention supplémentaire. Car sur l'ensemble des certifications que vous obtiendrez, il y aura évidemment la mention du périmètre pour lequel vous êtes certifié. Alors, concernant les non-conformités, tu l'évoquais un petit peu déjà tout à l'heure. Oui, alors j'ai vu qu'il y avait à nouveau des questions et c'est reprécisé sur cette slide et des personnes ont déjà répondu sur voilà, les délais pour les non-conformités mineures, les non-conformités majeures. Oui, donc important effectivement de bien comprendre les cas de non-conformité majeure et mineure, d'autant plus qu'ils sont assez clairement explicités dans le référentiel. Alors, ce qui pourra peut-être être difficile dans certains cas, parce que bon, le référentiel fait mention de vérification partielle un peu d'un indicateur, c'est comment ce partiel sera évalué par chacun des auditeurs. Est-ce que partiel, c'est je n'ai pas fait systématiquement quelque chose, ou si j'ai fait quelque chose mais de manière incomplète, voilà, c'est ce qui effectivement... Alors, il nous reste très peu de temps. On avait quelqu'un qui posait la question tout à l'heure également sur l'organisme multisite, comment ça pouvait se passer. Alors, pour pouvoir être considéré comme un organisme multisite, vous n'êtes pas obligé d'avoir une seule unité juridique. Hein. En revanche, il faut qu'il y ait une fonction centrale qui s'impose à l'ensemble des sites. C'est ce qui va caractériser en fait cette notion de multisite. Excusez-moi. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on aura un seul système qualité, ça veut dire qu'un site principal va porter effectivement la certification qualité pour l'ensemble des sites, et certains de ces sites seront audités. Alors, quels seront les sites qui seront audités dans ce cas-là? C'est un échantillon, qui en général, il y a une règle qui est habituelle en certification, c'est racine carrée du nombre de sites. Imaginons que vous ayez 25 sites dans un réseau, vous aurez 5 sites qui seront audités. Évidemment, ça ajoute d'autant bien sûr au nombre de jours de certification et d'audit à envisager, quoi. On vous propose d'ailleurs, par rapport à cette durée d'audit, un petit récapitulatif qu'on ne va pas commenter particulièrement. Non, c'est juste pour se dire qu'effectivement, je dirais, comme je le disais un petit peu, en général, on sera autour d'un jour et demi. Je dis en général, c'est-à-dire pour des organismes qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 750 000 €, on sera un jour et demi sur 3 ans. On sera plutôt entre 2 et 5 jours pour des organismes qui seront supérieurs à 750 000 € de chiffre d'affaires. Et puis évidemment, se rajoute 0,5 jours par site échantillonné pour les certifications multisites. Alors, vous avez sur cette slide, Loïc a précisé, différents éléments, pareil, qui répondent à certaines de vos questions sur qui sont les prestataires, enfin les organismes certificateurs. Vous avez une slide un petit peu plus loin également qui vous le précisera. Oui, alors très, très vite, les certificateurs accrédités par le COFRAG, la liste est publique, elle est sur le site du ministère. Le référencement des prestataires certifiés sera réalisé à partir de la mise à jour de l'ISTOF, liste publique de déclaration d'activité des organismes d'information, donc centralisée. Et puis, comme je vous le disais, il y aura une marque qui sera publiée cette semaine. Voilà.
Alors, il y a beaucoup de questions sur le chat, notamment sur le choix du certificateur. Est-ce que c'est par secteur d'activité? Est-ce que c'est en fonction du nombre de sites? À quel coût? Est-ce qu'on doit repayer au bout de 3 ans? Est-ce que c'est obligatoire de payer? Comment on fait son choix? Alors oui, alors on est obligé de payer, ça c'est sûr. Alors ça, c'est le paysage de la qualité issu de la loi de 2014, donc où il y avait, comme je vous disais, une cinquantaine de certificateurs. Aujourd'hui, il y en a 14 qui sont sur la liste établie suite à l'instruction du COFRAC. Alors, dans ces 14, vous allez voir, il y a des certificateurs un peu historiques dans le champ de la formation, comme l'ISQ, comme l'ICPF. Donc, ça peut déjà être un choix, c'est-à-dire d'aller vers un certificateur qui est, je dirais, très impliqué dans la formation professionnelle. Vous pouvez faire aussi d'autres choix qui seraient, par exemple, d'aller vers un certificateur qui est dans votre champ, dans votre secteur d'activité. Je pense en particulier à l'APAF pour des organismes qui seraient dans l'immobilier ou Bureau Veritas pour des organismes qui seraient dans l'industrie, etc. Donc, il y a des choix effectivement sectoriels qui pourront être faits par rapport à vos champs d'activité. Il y a des choix qui vont pouvoir être faits aussi relativement effectivement aux tarifs. Alors, quand on dit tarif, je pense qu'il ne faut pas non plus, alors ça représente évidemment un coût, mais Bureau Veritas disait par exemple qu'il serait en dessous de 1 000 € par jour. Donc vous voyez, bon, sur une journée et demie, on est peut-être sur 1 500 €, quelque chose, pour l'ensemble du cycle de certification. Pour le cycle de 3 ans. Voilà, donc ce n'est pas des choses qui sont inabordables. Par contre, effectivement, il faut mettre ça quand même en relation avec les besoins d'amélioration interne, le besoin éventuel d'accompagnement, un certain nombre de prestations qui sont également proposées par certains certificateurs, c'est-à-dire de pré-audit, d'audit à blanc, d'évaluation sur site. Enfin, bon, il y a un certain nombre de choses comme ça qui sont proposées, qui ne sont évidemment pas compris dans le forfait, si tant est qu'il y ait forfait, de 1 500 €. Donc, quand vous allez effectivement contacter des certificateurs, ce qui est important, c'est que vous ayez effectivement je dirais, des tarifs un peu tout compris, quoi, savoir un petit peu où vous allez aller. Parce que, imaginons par exemple que vous ayez un certain nombre de non-conformités et que l'organisme revienne pour auditer les améliorations que vous auriez apportées. Est-ce qu'effectivement c'est compris dans le forfait ou est-ce que ce sont des coûts supplémentaires? Donc ça, c'est des choses qu'il faudra bien vous faire préciser par les certificateurs auxquels vous ferez appel. Alors, je vois qu'il est déjà 15h18. On va devoir finaliser ce webinaire et on voit qu'il y a beaucoup de questions. Vous aurez la possibilité, pour ceux qui le peuvent et qui le souhaitent, de vous inscrire à notre matinée d'actualité du 12 novembre sur la certification qualité. Les organismes certificateurs seront présents. Alors oui, il y en aura. Il animera cette matinée. Il y en aura 10 sur 14 qui seront là, donc c'est aussi l'occasion justement d'un petit peu développer ce que je viens d'expliquer là un peu sommairement, quoi, alors, petite question là, je vois sur les pratiques des premiers audits. Alors très vite, oui, l'AFNOR a réalisé quelques audits, d'autres aussi. Vous vous doutez bien que les organismes qui étaient déjà labellisés, certifiés, n'ont pas eu trop de difficultés. Les difficultés sont celles qui sont déjà perceptibles, sont autour des indicateurs de résultats, par exemple, autour de la détermination des compétences des intervenants. Il y a des choses autour de certaines exigences liées aux obligations des CFA pour les nouveaux entrants. Voilà un petit peu rapidement, mais on est quand même dans une phase d'initialisation. Donc, le support, ça fait plusieurs fois que vous le demandez. Il sera téléchargeable à la fin du webinaire. Il sera en ligne et vous pourrez également le revisionner la vidéo dans le cadre du replay. Voilà. Outre la journée du 12 novembre, donc nous on a tout un programme de formation qui va courir sur 2020 avec
une formation vraiment sur la stratégie qualité, une autre plutôt un atelier pratique autour du référentiel, et puis une formation à distance qui est en cours de développement. Et puis, pour être complet, on est en train de développer une offre d'accompagnement, parce que je vois aussi que c'est des questions qui sont un petit peu posées là. Une offre qui est, je dirais, un peu modulable, alors certaines très centrées sur la conformité, d'autres plutôt sur la stratégie qualité, parce qu'il y a des organismes qui sont déjà assez avancés, je dirais, en termes de conformité, mais qui veulent aller plus loin. Donc, on va essayer de répondre voilà, à ces différents besoins qui nous viennent et qui sont, vous le doutez bien, fort nombreux. Écoutez, on va clôturer. Merci à Loïc qui était en plus très enroué aujourd'hui, donc c'était pas évident. J'espère que vous avez eu réponse à plusieurs de vos questions. Les questions sont nombreuses. On aura sans doute l'occasion de refaire peut-être un webinaire ou d'autres événements autour de la qualité. N'hésitez pas à suivre les informations que Centre Info publie tous les jours, notamment sur la qualité. Nous vous remercions et vous disons à bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir.